Là, c'est une synthèse rapide, bien évidemment, on ne va pas reprendre. Je pense que tout a été bien détaillé. Juste pour vous dire, finalement, la RAC, c'est quoi? La RAC, c'est comment on fait pour mieux soigner nos patientes. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que finalement, les soins qu'on prodigue, ils sont vraiment utiles et est-ce qu'ils sont pertinents? Arthur vous en a parlé tout à l'heure, vous avez vu l'évolution du vocable, d'accord? On a parlé au début de réhabilitation rapide, ça fait genre, je vais mettre la patiente dehors. On a parlé après de réhabilitation améliorée après chirurgie, mais vous avez bien vu que finalement, la préparation de l'intervention et de la réhabilitation de la patiente, elle commence avant la chirurgie. C'est pour ça que maintenant on parle de réhabilitation améliorée en chirurgie. Ça, c'est le travail qui avait été fait avec le collège, l'HAS, il y avait Karim Slim, Pascal Alfonsi, qui est la définition qu'on reprendra un petit peu de la réhabilitation améliorée. C'est vraiment une prise en charge qui est globale du patient, tout tourne autour du patient pour permettre un rétablissement précoce de ses capacités après la chirurgie. Donc, c'est ce qu'on a dit, une optimisation des soins avant, après, pendant, et améliorer les suites opératoires, le vécu, et diminuer les complications. On fait travailler tout le monde, c'est vraiment l'évolution qu'on avait vue déjà avec l'ambulatoire, c'est que ce n'est pas le patient qui s'adapte à l'hôpital, mais c'est l'hôpital qui s'adapte au patient. On fait travailler tous les professionnels autour du patient pour le patient. Donc le préopératoire, on en a parlé, c'est la coordination, l'information et la préhabilitation. La coordination, la préhabilitation, Pascal on vous en a parlé tout à l'heure, la chirurgie c'est une épreuve, et bien on va travailler sur tout ce qui est en amont pour faire en sorte que notre patiente, elle arrive déjà en meilleure forme au moment de l'intervention. Donc ça va être tout ce qui est nutritionnel, correction de l'anémie. En préopératoire, là aussi, il ne faut pas que votre patient arrive affamé à l'intervention parce qu'il change déjà son métabolisme. Donc c'est un jeûne limité, 6 heures au solide, 2 heures au liquide, et on peut les faire manger, leur apporter des calories jusqu'à 2 heures avant sous forme de carbohydrates. En préopératoire, ça on en a parlé, la désinfection et pas de préparation digestive, ça aussi c'est quelque chose, c'est assez marrant, hein. Karim a été un peu des premiers à développer la réhabilitation améliorée. Une des premières choses qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y avait pas besoin de faire de préparation digestive pour la chirurgie de colique. Donc si on n'a pas besoin pour le faire pour la chirurgie de colique, je ne vois pas pour quelle autre intervention il pourrait y en avoir besoin. On essaye une chirurgie mini-invasive, donc la célioscopie en priorité, des techniques de thermofusion qui sont moins douloureuses. On utilise des écarteurs souples pour être moins traumatisants pour les patientes. On évite tout ce qui est agression, les mèches, les redons, les sondes urinaires, les sondes gastriques. Traiter la douleur, c'est le truc fondamental, d'accord? Et le trépied, finalement, pendant des années, on s'est dit c'est la morphine. Et bien finalement, c'est pas la morphine, c'est plutôt les anti-inflammatoires, le paracétamol. Ils peuvent être donnés péros avant ou après l'intervention. D'accord. Il faut utiliser le multimodal, c'est-à-dire qu'il faut utiliser plusieurs voies pour traiter la douleur des patientes, utiliser les analgésies loco-régionales, la lidocaïne IV, et surtout essayer d'éviter d'utiliser la morphine. S'il y en a besoin, il faut l'utiliser. Mais en effet, parce qu'on risque d'avoir des soucis de somnolence des patientes, de nausées, vomissements et de retard de reprise de transit. En péropératoire, on prévient tout ce qui est nausées, vomissements, on réchauffe la patiente et on l'hydrate de manière contrôlée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'hyperhydratation. En post-opératoire, c'est un lever précoce, pas de fil à la patte. Rappelez-vous toujours que chaque fois que vous allez mettre un tuyau à une patiente, c'est quelque chose qui va l'empêcher de se lever. Donc une perfusion, ben non, il n'y a pas de fil à la perfusion, vous mettez un cathé obturé, ça suffit, il n'y a pas de sonde urinaire, il n'y a pas une poche qui traîne par terre, il n'y a pas de redon qui traîne par terre. La patiente, elle est dans son lit, elle a juste son cathé obturé, donc elle peut se lever. Quand elle va avoir envie de faire pipi, elle va se lever et c'est comme ça qu'on a les levées précoces. L'ablation de la sonde urinaire, on l'a mis, et l'étape d'après, c'est on ne met pas de sonde urinaire quand il n'y en a pas besoin. Donc posez-vous toujours la question lorsque vous mettez une sonde urinaire, pourquoi vous la mettez? Réalimentation précoce, 2 heures après, 2 heures après, normalement on peut recommencer à au moins une alimentation liquide. L'avenir, c'est ça. Je pense qu'on est tous, vous voyez, dans la salle, il y en a au moins déjà 15 qui sont sur leur smartphone. C'est ça aussi l'avenir. Les smartphones, ça sert aussi à être utile et ça permet aussi de renouer, c'est ce que je disais tout à l'heure, de renouer le lien avec les patientes, même en post-opératoire. Il y a un lien, elles peuvent accéder au service hospitalier, enfin au service de soins par l'intermédiaire de ce smartphone et ça vous permet de ne pas louper d'informations parce qu'on a tous le même problème, c'est comment les patientes arrivent à nous joindre. Le topo de Célia, toujours faire attention que, en effet, on est tous plein de bonne volonté, mais c'est pas facile de changer les habitudes, de mettre en place. Et donc toutes ces étapes dans la mise en place des programmes, il ne faut pas hésiter à se faire aider par les ARS, il ne faut pas hésiter à se faire aider par des boîtes privées pour vous aider à conduire le changement. Et puis après,
ce que vous a dit Karim, c'est vraiment important. Il faut arriver à se mettre dans une discipline d'audit parce que finalement, le naturel revient au galop très rapidement. Pour en parler un petit peu dessous, d'accord, en effet, il y a une mutation du paysage hospitalier. Avant, il y a encore quelques patrons qui considèrent que leur rayonnement, c'est leur nombre de lits. Ça, c'est fini, c'est plus ça. Maintenant, c'est le nombre d'interventions chirurgicales que vous allez faire. Et ces transferts de moyens, il faut pas oublier. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai commencé ma carrière avec 20 lits. Maintenant, j'en ai plus que 5. On fait le double de malades. Par contre, il ne faut pas oublier de transférer les moyens. C'est-à-dire que lorsqu'on ferme une unité, il faut récupérer des moyens pour l'infirmière de coordination, pour l'infirmière qui va être en contact avec les patientes après. Se rappeler aussi que la charge de travail dans les services va être supérieure, parce que vous n'avez que des malades qui vont être à J0 ou à J1, donc il faut aussi réinjecter du personnel dans les services. Méfiez-vous, en effet, de ne pas vous faire avoir, parce que le directeur va vouloir vous fermer des lits. Ok, mais il faut que ça soit gagnant-gagnant, vous réinjectez des moyens dans toutes les activités satellites qui va exister. Et pour terminer, juste que vous repartez avec cette mot-là, la réhabilitation améliorée, c'est soigner mieux nos patientes. Merci.